Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour le podcast d'Éco pour tous consacré aux questions de développement. Notre invitée est Akiko Suwa-Eisenman, économiste, professeure à Paris School of Economics et directrice de recherche à l'INRAE, l'Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement. Elle préside le groupe d'experts de haut niveau sur la sécurité alimentaire et la nutrition et travaille pour le Comité de la sécurité alimentaire mondiale qui rassemble les États membres des Nations Unies, le secteur privé et la société civile. Sur la base de ces rapports, le comité négocie des règles politiques en matière de sécurité alimentaire que les États mettent en œuvre au niveau national. L'ensemble forme l'équivalent pour l'alimentation de ce qu'est le GIEC pour le climat. Akiko, première question, pourriez-vous nous expliquer la notion de sécurité alimentaire ? La sécurité alimentaire, c'est d'abord ne pas avoir faim. Le nombre de personnes qui ne mangent pas leur faim diminuait depuis 1990, mais augmente à nouveau depuis 2015, avant la crise de la Covid-19 et la guerre en Ukraine. Maintenant, cela touche à peu près 10% de la population mondiale, une personne sur 5 en Afrique, un peu moins d'une personne sur 10 en Asie ou en Amérique latine. En 2030, on pense que la faim dans le monde touchera encore 7% de la population mondiale, dont plus de la moitié en Afrique. Le deuxième objectif de développement durable, qui était d'ici à 2030 d'éliminer la faim, semble hors de portée. Mais cet objectif concernait bien plus que nourrir la population, car il visait aussi à assurer la sécurité alimentaire, améliorer la nutrition et promouvoir l'agriculture durable. Cette définition de sécurité alimentaire s'est étoffée au fil du temps, notamment grâce aux travaux d'Amartya Sen sur la famine au Bengale. Sen montre qu'une famine peut être due non seulement à une insuffisance de la production, mais aussi à une insuffisance d'accès, parce que les gens n'arrivent plus à acheter leur nourriture. Dans ce cas, il faut agir sur les revenus et sur les prix. Les 4 piliers de la sécurité alimentaire reconnus par l'ONU sont donc la disponibilité, c'est-à-dire la production et la qualité des aliments, l'accessibilité, géographique ou économique en termes de prix, l'utilisation, qui assure la nutrition et la santé, la stabilité, même en temps de crise et de conflit. Le HLPE, le groupe d'experts des Nations Unies, y ajoute 2 dimensions. La durabilité sociale et environnementale, assurer l'alimentation sans détruire ni les gens ni la planète, et l'agencéité, qui est la capacité des individus à être autonomes dans leurs choix en matière d'alimentation, pouvoir décider ce qu'on mange et comment cet aliment est produit et distribué. La sécurité alimentaire repose donc sur le droit à une alimentation adéquate, interprétée comme un des droits de l'homme. En quoi cette notion et plus largement la nutrition sont des enjeux cruciaux pour le développement économique ? Il y a assez pour nourrir la population mondiale, même si on peut encore augmenter les rendements dans certaines régions. Surtout, on ne fait pas assez pour la nourrir bien, c'est-à-dire de manière bonne pour la santé, sans détruire la planète et de manière équitable. On sait qu'une bonne nutrition, c'est plus que des calories. Une alimentation déséquilibrée est une cause de maladies cardiovasculaires, de cancers, de diabète, d'infections pulmonaires. Des carences en micronutriments durant les 1000 premiers jours peuvent impacter le développement physique et cognitif de l'enfant et de toute sa vie d'adulte. On sait que l'impact de la famine peut se transmettre entre générations, donc même à des enfants qui ne sont pas nés pendant la famine. L'alimentation a aussi un coût environnemental sur les ressources naturelles comme l'eau, la terre, la perte en biodiversité et le réchauffement climatique. En retour, la détérioration environnementale a un impact négatif sur la chaîne alimentaire. C'est un cercle vicieux. L'agriculture sert aussi à produire non seulement de l'alimentation humaine et animale, mais aussi des biocarburants. Il faut donc trouver le bon équilibre entre réduction des énergies fossiles, transition écologique et transition alimentaire. Enfin, on sait que les inégalités ont augmenté dans le monde depuis les années 2000. Les inégalités ont aussi augmenté dans les systèmes alimentaires, entre pays, mais aussi à l'intérieur des pays et pour un même produit entre entreprises, entre agriculture, entre consommateurs. Réduire les inégalités dans les systèmes alimentaires est indispensable en faisant attention à la nutrition. Quels sont les instruments habituellement mobilisés par les décideurs publics nationaux ou internationaux pour promouvoir la sécurité alimentaire et nutritionnelle des populations ?
Le premier type de mesures auxquelles ont recours les gouvernements porte sur l'agriculture. Augmenter la production en subventionnant des intrants, en incitant des investissements ou la recherche-développement ou l'octroi de crédits. Mais pendant le Covid-19 et l'invasion de l'Ukraine, les pays ont aussi eu recours à des interdictions temporaires d'exportation afin de garder leur production chez eux à disposition de leurs consommateurs. C'est une mesure à double tranchant, car les producteurs, qui sont forcés de vendre chez eux et moins cher, ne seront plus incités l'année suivante à ressemer du blé. Et si tous les pays ont chacun recours à ces interdictions d'exportation, cela assèche le marché mondial et précipite d'autres pays dans la famine. Les gouvernements agissent aussi auprès des consommateurs en contrôlant les prix ou par des subventions alimentaires, en riz ou en blé, gagées parfois sur des stocks comme en Inde. Et il ne faut pas oublier l'aide humanitaire à destination des groupes vulnérables en France ou à l'étranger. En matière de nutrition et d'environnement, une série de mesures passe par l'information et l'éducation, notamment à l'école, et des menus types dans la restauration collective. Participe également de l'information des consommateurs l'étiquetage des aliments, comme le Nutri-Score en France. Le gouvernement peut avoir recours également à des mesures plus contraignantes, comme la taxe soda sur les boissons sucrées, ou des régulations comme l'interdiction de distributeurs de snacks et de sodas près des écoles. Un rapport récent d'experts européens appelle d'ailleurs à plus de mesures contraignantes de ce genre. En conclusion, quels enseignements tirer de ces interventions publiques et quelles pistes explorer pour assurer la sécurité alimentaire du plus grand nombre dans les prochaines décennies? Je donnerai 2 pistes. Tout d'abord, il faut œuvrer sur les systèmes alimentaires, pas seulement sur les agriculteurs et les consommateurs. Mais une telle approche requiert de la coordination et que tous les acteurs partagent les mêmes objectifs, et c'est difficile. En outre, un phénomène récent peut jouer dans les deux sens, comme levier ou comme frein à cette nécessaire coordination. Il s'agit de la concentration, l'émergence de grands groupes qui dominent plusieurs étapes des systèmes alimentaires. Ces grands groupes peuvent dominer les marchés, augmenter les prix tout en limitant la diversité de l'offre, orienter la R&D dans un sens qui renforce leur pouvoir de marché et influer sur les mesures décidées par les gouvernements. Mais c'est difficile de quantifier leur impact car les données de prix ou la liste des fournisseurs sont couverts par le secret des affaires. Il faut donc plus de transparence et d'accessibilité aux données pour que les chercheurs puissent les analyser. Deuxième piste, mettre en œuvre véritablement le droit à l'alimentation. Il est à la base d'approches volontaristes et intégrer la sécurité alimentaire en Inde, au Mexique, au Brésil. Au Brésil, le Conselha est un organe interministériel sous la responsabilité du chef du gouvernement et aussi multi-acteurs intégrant la société civile et aussi les acteurs informels qui sont importants dans les pays au développement. Il est important de savoir qui fait quoi, qui est responsable de quoi. Et pour cela, il faut des gouvernements volontaristes, mais aussi une société civile active qui alerte et propose à tous les niveaux et des décisions qui reposent sur de la connaissance scientifique. Merci à vous d'avoir répondu à nos questions. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site de PSE www.parischoolofeconomics.eu. À bientôt.